La révolution industrielle du 19e siècle marque profondément le département de la Loire. La houille, le textile, la sidérurgie et la métallurgie connaissent un développement important dans les vallées du Furan, de l'Ondaine et du Gier grâce au savoir-faire stéphanois et à la présence du charbon. Cette situation entraîne de fortes migrations, d'abord un exode rural venu des départements proches, puis une immigration étrangère qui caractérisera la population ligérienne. À partir des années 70, la crise du modèle économique entraîne une nécessaire reconversion. Dès la fin du XIXe siècle, l'Église se préoccupe des populations pauvres et déracinées. Elle intervient avec des œuvres typiques du catholicisme social, comme le patronage ou les cercles. À partir de 1930, la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, invente un nouveau modèle de fonctionnement, ouvert à tous, influencé par l'éducation populaire et la pédagogie participative, notamment la formation par l'action. La JOC va investir des lieux d'animation, de rencontres et d'entraide, et le modèle centre social s'implante à Valbenoîte, Solor ou encore Lavieux. À partir de 1945, la naissance des centres sociaux dans la Loire est le fruit de multiples engagements de militants familiaux, sociaux et syndicaux. Un processus de laïcisation s'opère avec l'association populaire familiale, prolongement de la JOC. Les rencontres entre ces militants venus d'horizons différents aboutissent en 1959 à la fondation de l'Association des centres familiaux et sociaux de Saint-Étienne. Les engagements partisans, associations, syndicats, partis politiques infusent les centres sociaux. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'origine militante du réseau. C'est-à-dire le fait que les gens qu'on rencontrait, c'était des gens très souvent qui avaient des engagements syndicaux, des engagements associatifs familiaux. Je crois que j'ai beaucoup appris dans cette période, quoi. Je crois que quand même, cette origine militante faisait que l'idée démocratique était une idée qui circulait beaucoup, hein, qui avait le pouvoir, qui devait avoir le pouvoir, et sur lequel on était très sensibles, nous, parce que notre situation de salarié nous donnait un pouvoir assez important. Rapidement, les centres sociaux se développent dans la Loire. 14 en 1966, 3 ans plus tard, on en compte 21. Ils se regroupent parfois localement pour avoir plus de poids. Dès 1966, centres sociaux, syndicats, associations de regroupement et la CAF, la Caisse d'allocation familiale de Saint-Étienne, réfléchissent à une fédération départementale qui serait à la fois un outil pour échanger, informer, former et un levier pour activer des financements publics et représenter tout un réseau auprès des politiques. Les fondateurs édifient leur mouvement sur 2 piliers. Éducation populaire, qui tient à son indépendance vis-à-vis du pouvoir, et égale participation des groupes sociaux et des citoyens à la vie politique, économique et sociale. Ils invitent les habitants à agir sur leur cadre de vie en recherchant l'équilibre entre intérêt général et aspiration particulière. En avril 1969, naît la Fédération des centres sociaux de la Loire. Gaston Ménard, formé à la JOC, est le premier président. Paul Maguin, secrétaire général, est le premier salarié. À la fin des années 60, le réseau est confronté à un nouveau contexte social. Pour répondre à la crise du logement, de grands ensembles sont construits. Les centres sociaux s'implantent dans ces nouveaux quartiers. Ils sont gérés par les habitants et les associations familiales. Ils rencontrent vite l'intérêt des pouvoirs publics qui souhaitent animer ces nouveaux lieux de vie. De nouvelles formes d'engagement se révèlent. En témoigne mai 68. Dans le réseau, un système horizontal prend le pas sur le schéma vertical et hiérarchisé. La base affirme ses prérogatives. C'est le début de la professionnalisation. Elle doit répondre au développement important des centres sociaux. 21 en 1969, 56 10 ans plus tard. À partir de 1970, les fonctions fédérales s'organisent en commissions, financement, personnel, migrants, formation. Une des évolutions par rapport aux années 70 à 2000, c'est effectivement la modification du monde salarié dans les centres sociaux. Dans les années 70, on avait une ambiance, une mentalité, je dirais, avec la population, je disais
chrétiens de gauche étaient beaucoup plus nombreux, les syndicalistes étaient beaucoup plus nombreux, l'association familiale avait un poids, maintenant elle n'existe pratiquement plus. La fédération est l'employeur des animateurs responsables, puis des agents coordonnateurs et enfin des directeurs des équipements. Avec la professionnalisation émerge un réseau structuré et hiérarchisé à la recherche d'une cohérence entre les structures. Le souvenir le plus important que j'ai, c'est le recrutement. Un recrutement en octobre 1973, où là, il y a une incitation de la part du Conseil général et une incitation financière et de la CNAF et de la CAF d'avoir des agents coordonnateurs. Et donc, on va sortir du système où c'est des agents à mi-temps ou bien des bénévoles qui font office de directeur, enfin tout ça. D'un seul coup, on va embaucher les gens. Il y a 8 postes d'un seul coup qui s'ouvrent. Et on se retrouve, une dizaine de personnes, à cette grande foire. Ça avait un côté foire parce que les bénévoles des centres venaient faire leur marché, venaient chercher un agent coordonnateur. Alors c'était des gens qui étaient très jeunes en général, enfin très jeunes qui avaient 25 ans. C'était quelque chose déjà un peu extraordinaire parce que maintenant on n'arrive pas à 25 ans directeur d'un équipement, c'est assez rare. C'était des gens qui, quand on regardait, beaucoup de gens qui avaient un passé militant, militants d'éducation populaire, beaucoup de gens qui sortaient de la JOC. Pour moi, l'évolution que j'ai le plus observée, c'est la professionnalisation. En réunion syndicale, souvent, pour plaisanter, on parlait des bénériers, ceux qui étaient plus bénévoles que salariés, et des salavoles, ceux qui étaient plus salariés que bénévoles. Parce qu'en effet, il y avait un mélange, dans notre identité, il y avait un mélange qui était très, très difficile à analyser, quoi. En 1975, les grilles de salaire apparaissent. Le président Gaston Ménard et les syndicats du réseau signent avec la fédération des accords départementaux. Parallèlement, la fédération participe à l'échelle nationale à la constitution d'un organisme employeur, le SNECSO. Le rôle des femmes s'accroît. Elles ont toujours été nombreuses et actives dans les centres sociaux. Dans les années 70, elles accèdent aux responsabilités. Suzanne Chenet est présidente de la fédération en 1978. À partir de 1982, chaque centre social va prendre la responsabilité d'employeur. 1983, début de l'informatisation. Il faut répondre aux obligations de comptabilité et de gestion des salaires. La collaboration des deux fédérations, Rhône et Loire, permet l'émergence du réseau des centres sociaux à l'échelle rhône-alpine. C'est la préfiguration de l'Union Rhône-Alpes des centres sociaux, l'URAX. La fédération met en place des cycles de formation autour du renouvellement du projet social. Dans les années 80, de nouveaux défis apparaissent. Chômage de masse, appauvrissement des quartiers populaires, insertion des populations migrantes, accueil des jeunes dans les structures. La fédération se doit d'accompagner les jeunes animateurs fraîchement recrutés. Des commissions jeunesse se mettent en place. Cet investissement fédéral permet à bon nombre d'animateurs de se former, d'échanger entre pairs. À partir de la décentralisation de 1984, l'interaction avec les élus locaux se fait plus étroite. La fédération devient un interlocuteur important du Conseil général qui attribue, qui finance les postes d'animateurs jeunes en prévention précoce. De 73, je dirais, à 90, on était dans des phases de développement, on était dans des phases de création d'actions collectives quand même, parce qu'il y a quand même eu la création de la convention collective. 1983 aussi, qui a été quand même importante pour la cohérence du réseau. Donc les actions jeunes se développaient aussi. Donc ça s'est toujours fait en accompagnement avec la fédération, puisqu'il y avait quand même comme il y a actuellement, des rencontres des animateurs jeunes, et la fédération était très partie prenante là-dessus. Au même moment, la fédération met en place une réflexion sur les actions auprès des migrants. Les centres sociaux initient expérimentations, projets comme chantier d'insertion, terrain d'aventure, ateliers de restauration,
appartement relais. Un des moments forts de la vie du réseau, ça a été la mise en place en 81, il me semble, au niveau des centres sociaux de la Loire, piloté par la Fédération des centres sociaux. On avait mis en place ce qu'on appelait les stages d'insertion, donc une quinzaine, quelquefois une vingtaine de jeunes, et recrutés pour participer, pour être partie en fait dans leur cursus de formation et accompagner vers l'emploi. Donc là, c'était mis en place quelque chose d'assez innovant au niveau des centres sociaux. Les dates marquantes, c'est ces actions mises sur le terrain. On n'avait aucune idée de ce qu'était un terrain d'aventure. On prend la voiture un samedi et on descend à Valence ou à Font-Barlette, il y avait un terrain d'aventure. À partir de là, on a vu un peu ce qu'il en était et on s'est dit il faut y aller. Alors c'était une grande pièce, il y avait un établi, des marteaux, des scies, des pointes et puis le terrain avec un jet d'eau, etc. Et on avait la télévision, on avait 2 télévisions. Une qui avait le son, l'autre qui avait l'image. On n'avait pas de sous, c'était comme ça. Le terrain d'aventure a permis, d'une part, que les hommes se rendent compte qui s'occupaient de leurs enfants, et il y a eu une certaine confiance qui s'est établie, quoi. Le centre social avait pignon sur rue. Un jour s'est posé le problème des filles. Alors, le problème des filles qui ne sortaient pas de la maison, etc., etc. Et c'est de là qu'est venu le terrain, les appartements relais. Donc en fait, on avait 2 ou 3 appartements qui étaient disséminés dans la cité, le Boucher, la Romière, etc. Et on travaillait en partenariat avec à l'époque, on les appelait les travailleuses familiales. Maintenant, c'est des techniciennes d'intervention sociale et familiale. On avait des animateurs, des animatrices essentiellement, et c'était un lieu où on essayait de transmettre un certain nombre de techniques, de cuisine, d'alimentation, de santé, de couture, enfin des besoins qui existaient à l'époque. Et c'était pas sous la forme d'activité, on n'est pas faire 1 heure de couture. C'était un vrai lieu de vie, un espace aussi où les femmes, c'était que des femmes qui étaient là, avaient leur propre étaient libres dans cet espace-là. Elles n'avaient pas la surveillance du père, des grands frères, de je ne sais qui. C'était hors les murs. Des gens faisaient des choses hors les murs, mais on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Voilà. Une nouvelle génération prend la relève des fondateurs. André Bernon devient président en 1982, Colette Maussier en 1986, Norbert Mallet en 1993. Elle affrontera cette génération des changements importants dans cette période. De 1985 à 1987, une nouvelle procédure d'agrément des centres sociaux est mise en place. La CAF écrit et codifie un projet social qui insiste sur l'évaluation. Chaque centre social est lié à la CAF par un contrat de 3 ans. En 1991, les subventions prestations de services de la CAF de Saint-Étienne ne transitent plus par la fédération. Elles sont versées directement aux centres sociaux qui doivent démontrer leur autonomie, leur singularité. Les associations de regroupement disparaissent progressivement. Les derniers contrats de travail des directions sont transférés au centre. Le réseau apparaît plus morcelé. Les associations de regroupement ont dû disparaître. La fédération s'est quand même pas mal impliquée pour l'association de Saint-Étienne, puis ça a été la première association qui a disparu. Il a fallu aider certains centres. Il y en avait des centres qui n'avaient aucun problème dans leur autonomie, et puis il y en a d'autres qui avaient de grosses difficultés. Et là, on a commencé de trouver les premiers dépôts de bilan. Alors une date marquante, personnellement, et pour l'association des centres sociaux, c'était décembre 92.
Donc c'est à ce moment-là qu'a été prononcée la dissolution de l'association des centres sociaux du Chambon-Feugerolles et du même coup mon licenciement de l'association et de la fédération. Et oui, ça a été une date marquante par la lutte qu'il y a eu. Vraiment, je crois que c'est des souvenirs de manifestations au Chambon-Feugerolles, dans la Loire, des manifestations suivies. Et je crois que la cerise sur le gâteau, ça a été l'Assemblée générale de l'association, où ce jour-là, 300 personnes se sont mobilisées et sont venues à l'association. Le fait qu'il y ait un regroupement de centres sociaux, ça permettait plus de moyens, plus de mise en commun, et on peut dire plus de force, ça sûrement. Donc c'était regrettable que cette association disparaisse, vraiment. Et peut-être que la suite a prouvé que l'association a disparu, les centres ont disparu peu de temps après, ou quelques années après, plus justement, quelques années après. Le réseau réagit face à ces difficultés et invente de nouveaux moyens. En 1993 est voté un pacte de réseau pour réguler les relations entre les centres et la fédération. Ensemble, ils mettent en place un fonds de garantie pour aider les centres en difficulté de trésorerie. En 1994, la fédération adopte le principe proposé par la Fédération nationale du devoir d'intervention des fédérations auprès des centres sociaux. L'arrivée importante des dispositifs instaure une logique institutionnelle très descendante, segmentée, prescriptive. Pour être reconnu et fonctionner, chaque centre social doit répondre à de multiples dispositifs. L'équilibre économique du réseau est ébranlé. La fédération a du mal à contenir les effets de cette déstabilisation. Certains centres sociaux se défédèrent, d'autres sont approchés par des réseaux associatifs qui saisissent une opportunité. Un marché s'ouvre, celui de la fédéralisation des centres sociaux. Le fédéralisme est touché au cœur par des logiques d'intérêt et de mise en concurrence. De 1998 à 2000, les caisses d'allocation familiale de Saint-Étienne et de Roanne engagent un partenariat. Elles sollicitent l'ensemble des acteurs d'éducation populaire et les représentants des institutions. Un double travail s'instaure, analyser les difficultés des centres sociaux et écrire une définition du centre social. L'enjeu, mieux reconnaître l'action des centres sociaux et diminuer la segmentation du projet social causée par les différents dispositifs institutionnels. D'abord, il y a eu une pression institutionnelle très forte, une attente vis-à-vis des centres sociaux, et que cette attente s'est traduite par des tentations à détricoter la notion d'animation globale, qui était quand même le cœur de métier du centre social. Face à cette situation, la Fédération propose une démarche expérimentale. Il s'agit de renforcer l'action des centres sociaux en faveur du développement local, urbain et rural. Centres sociaux, institutions, acteurs sociaux organisent avec les habitants des temps d'expression. Vie quotidienne, cadre de vie, quel diagnostic, quelles problématiques, quelles solutions. Comment assurer la mise en œuvre de chaque projet social ? La Fédération propose un engagement de tous les financeurs à travers un contrat d'objectifs. Cette idée préfigure les conventions pluripartites et pluriannuelles. Le partenariat entre CAF et Fédération est renforcé. À partir des années 2000, ce qui compte pour les institutions, c'est moins l'engagement militant des administrateurs des centres sociaux et de la Fédération que leur expertise technique, leur capacité à comprendre les politiques publiques et les rouages administratifs. On a voulu à un moment dire qu'il fallait que les administrateurs soient des professionnels de l'animation ou de la finance. Moi, je dis non. Je dis, mais parce que quand on discute du sens, on n'a pas besoin d'être des professionnels. Par contre, il faut discuter du sens. Mais il faut former les administrateurs à ne pas... Quand on est administrateur, à ne pas venir discuter de sa petite parcelle à soi, c'est-à-dire je veux que mes enfants viennent au centre social ou je veux faire ci, je veux faire ça, venir discuter pour l'ensemble du quartier, qu'est-ce qui est important. Beaucoup d'administrateurs du réseau sont dépassés par la complexité des commandes institutionnelles et des lourdeurs administratives. Les exigences des financeurs deviennent de plus en plus pointues, de plus en plus techniques. Et même si aujourd'hui on a des professionnels
qui sont formés, dont c'est le travail de monter des dossiers, etc. C'est pas facile d'expliquer à des adhérents de centres sociaux, à des habitants, à des membres de conseils d'administration, le pourquoi, comment, et pourquoi il faut être agréé tous les 4 ans, et pourquoi il faut monter des dossiers politiques de la ville, et pourquoi, enfin voilà, tout l'aspect technique qui certes est bien soutenu par les professionnels, mais c'est dommage que ce soit si compliqué, parce que je crois qu'on éloigne et on fait peur aux habitants en disant non, mais moi je peux pas, c'est trop compliqué pour moi, c'est trop technique. La gouvernance des centres sociaux se doit d'être efficace. À partir de 2001, sous la présidence de Gérard Arnault, la fédération s'emploie à former administrateurs et bénévoles. Où on a beaucoup travaillé à ce que les administrateurs aussi prennent plus de place. Parce que même la fédération avait un petit peu le même défaut que les financeurs de ne s'adresser qu'aux directeurs. Et ça, il y a un travail intéressant qui a été fait là, même au niveau de la fédération, ça. Pour les formations des administrateurs. Ça s'est mis en place, oui, à l'époque où moi je suis arrivée. Là, l'accueil des nouveaux administrateurs, où a été essayé de faire un travail pour qu'est-ce que c'était qu'administrateur dans un centre, comment on pouvait être aussi administrateur à la Fédé. La fédération s'organise, crée des outils de suivi budgétaire des centres, de l'analyse de gestion, du soutien aux ressources humaines. Elle réalise des audits sur des territoires. Elle est également sollicitée pour la reconnaissance centre social de nouvelles structures, comme en Haute-Loire. Ce qui a été marquant aussi, c'est que la Fédération de la Loire a été à l'initiative de permettre aux centres sociaux de la Haute-Loire de s'organiser. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la fédération n'est pas que sur le département de la Loire, mais aussi sur le département de la Haute-Loire. Je me souviens de rencontres avec des centres sociaux sur la Haute-Loire qui étaient en train de se créer, notamment sur la ville du Puy, qui était une avancée aussi dans le secteur, quoi. Le rôle d'intervenant sur les territoires, voire de prestataire pour le compte d'une institution, donne une légitimité institutionnelle à la fédération, mais au risque qu'elle soit parfois perçue comme donneuse de leçons, car il l'éloigne du souci de rassemblement de ses adhérents. Parallèlement, technicité et professionnalisation s'accentuent. En 2003, la nouvelle classification des emplois sécurise ces emplois, mais le processus se fait souvent aux dépens des engagements militants. Toujours dans les années 2000, l'arrivée massive des marchés publics contractualise les relations entre collectivités et centres sociaux. Pour analyser ce processus, la Fédération réalise en 2009 un document qui rejoint le travail d'analyse de l'Union Rhône-Alpes des centres sociaux et de la plateforme Centres social et territoires. La Fédération est aussi confrontée à la question de l'indépendance vis-à-vis des partis politiques. En 2008, les administrateurs et la présidente, Marie-Françoise Jacot, prennent une position claire, préserver l'indépendance politique du réseau en écartant notamment tout risque de conflit d'intérêts. Plusieurs combats se mènent. La fédération, qui reste l'interlocutrice des institutions, apparaît alors comme le syndicat des centres sociaux fédérés. Ces mobilisations sont autant d'occasions pour le réseau d'expérimenter la force du collectif, le partage des décisions et des responsabilités, et d'incarner les valeurs du réseau. Ainsi, en 2009, tout le réseau fédéral va manifester contre les mesures gouvernementales de l'époque. Au cours de cette période, un choix doit s'opérer pour la fédération. Répondre régulièrement à des sollicitations institutionnelles, conserver ses interventions techniques, ou imaginer avec les acteurs des centres sociaux un nouveau projet politique. En 2010, l'arrivée d'une nouvelle déléguée générale relance le débat sur le fédéralisme. Une évolution importante, c'est d'être passé, ou d'être en train de passer, parce que c'est encore le cas,
d'une fédération de services à une fédération d'acteurs en mouvement. Et maintenant, on insiste beaucoup plus sur le fait de mettre nos membres adhérents, les centres sociaux, en mouvement sur des objectifs et des projets tels que nous les proposons, tels que nous les préconisons. Par exemple, l'augmentation du pouvoir d'agir des habitants, et aussi d'engager plus de mutualité entre eux pour agir à plusieurs ou pour négocier ensemble des meilleures conditions auprès de fournisseurs ou de prestataires. Alors du coup, ce changement, il s'est produit, alors, de mon point de vue, plus à l'initiative du conseil d'administration de la Fédé, alors qui représente les centres sociaux, mais qui n'est pas non plus une instance qui représente tous les centres sociaux, parce qu'il y a beaucoup de centres sociaux qui ne sont pas représentés au sein de la Fédé, qui a impulsé un peu cette idée de changement. L'idée, c'était aussi de se mettre en cohérence avec ce qu'on était, c'est-à-dire qu'on demandait la participation des habitants, mais on ne pouvait pas être en même temps en demande de participation des habitants et demander au centre d'être juste dans une relation binaire prestation de service. Les administrateurs travaillent à une meilleure synergie entre les femmes et hommes aux responsabilités fédérales et les attentes du réseau. L'équipe fédérale est largement remaniée. Le pôle ingénierie de projet et accompagnement des actions collectives à visée émancipatrice est renforcé. En 2012, un nouveau projet fédéral co-construit avec les acteurs des centres sociaux fédérés donne le sens, les orientations, les priorités du réseau. Émancipation, transformation sociale et pouvoir d'agir des habitants sont au cœur du projet. Les formations et les expérimentations avec les centres se multiplient. 2 recherches-actions sont conduites. L'une avec le laboratoire de sociologie de l'université Jean Monnet, l'autre avec le centre ressources du développement social urbain de Rhône-Alpes. Cette dynamique résonne tout particulièrement avec un contexte social devenu très difficile après la révolte de la jeunesse des quartiers en 2005 et la crise économique de 2008. Ce thème du pouvoir d'agir sera central lors du Congrès national des centres sociaux de 2013, organisé à Lyon par la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France. Donc en 2010, à l'arrivée de Julie, nouvelle déléguée générale, compte tenu de ce qui s'était passé précédemment dans le réseau, nous avons décidé en binôme, elle-même et moi, de rencontrer tous les centres sociaux, d'abord pour que les centres connaissent la nouvelle déléguée générale, et puis pour voir quelles étaient les attentes à ce moment-là des centres sociaux par rapport à la fédération. Ça a été un moment très chouette, parce que les centres ont réalisé que le personnel changeait quand même au niveau fédéral, le mode de travail risquait de changer, les attentes des centres pouvaient être prises en compte différemment. Et donc ça a été un gros moment après de synthèse. Pour les bénévoles et les salariés des centres sociaux, le projet fédéral est une ressource. La fédération devient le levier incontournable qui capitalise les forces, met en commun les énergies, est reconnu et pèse collectivement. Ce nouveau fédéralisme sera soutenu par 2 réseaux, régional et national. Les journées professionnelles de l'animation globale et les universités d'été avec l'Union Rhône-Alpes des centres sociaux vont imprégner davantage le projet fédéral et les projets des centres sociaux de la Loire et de la Haute-Loire. Dans les années 2010, ces nouvelles orientations se traduisent aussi sur le terrain par des mobilisations, des manifestations. Plusieurs exemples. En 2013, la réforme des rythmes scolaires. Les centres sociaux fédérés engagent le débat autour de l'approche éducative et pédagogique. Alors, la période 2013, 2014, 2015, voire même jusqu'à présent, puisque les temps périscolaires viennent juste d'être supprimés, la fédération s'est trouvée confrontée à son implication, enfin l'implication des centres sociaux derrière, dans la prise en charge de ces temps périscolaires. Personne n'avait été préparé à ce qu'on propose que les classes soient ouvertes mercredi matin. J'ai souvenir quand même que j'avais beaucoup insisté en tant que présidente de la CAF, en leur disant que de toute façon il fallait qu'ils y aillent. Beaucoup de centres sociaux ont joué le jeu. Ça a été un travail énorme pour eux. Ils ont rapproché l'activité, notamment enfants,
d'une autre manière, puisque c'était dans le cadre scolaire, parce qu'ils étaient dans le cadre scolaire. Le gouvernement a décidé de supprimer cet temps périscolaire et de revenir à la semaine des 4 jours. Bon, il faut reconnaître que les parents, quand même, n'ont jamais apprécié cette... bon, voilà. Donc, mais voilà, bon, donc les centres sociaux ont été obligés à nouveau de se réadapter à la nouvelle organisation. Et ils l'ont fait, donc ça prouve aussi qu'ils ont des capacités d'adaptation quand même relativement importantes. Autre exemple, en 2015, les attentats terroristes posent la question du vivre ensemble, à laquelle nombre de centres sociaux dans les quartiers sont confrontés. Certains sollicitent la fédération qui va mettre en place avec eux des formations sur les thèmes de la laïcité et du vivre ensemble. Enfin, autre exemple, 2017, fin des contrats aidés, tous les réseaux d'éducation populaire se mobilisent contre la mesure. 500 personnes iront manifester dans les rues de Saint-Étienne. Aujourd'hui, le réseau fédéré s'accroît. La Caisse nationale d'allocation familiale a créé un nouvel agrément Espace de vie sociale. Pour accompagner ces nouvelles structures, la fédération met en place des formations. Une recherche-action autour de l'utilité sociale est organisée. Donc la deuxième période marquante pour moi au sein de la Fédération des centres sociaux, c'est le démarrage en 2017 de tout un travail fait autour de l'utilité sociale des centres sociaux. Donc, ce qui me semble assez important parce qu'en fait, c'est vrai qu'un centre social fait énormément de choses, énormément d'actions en destination de l'ensemble des habitants, on peut dire de 7 à 77 ans, puisqu'en fait tout le monde s'y retrouve et selon les territoires. Et que c'est très difficile de quantifier ce que nous apportons, ce que les centres sociaux apportent à la population. Et donc le fait de faire ce travail, ça permet de valoriser le travail fait. Toujours en synergie avec les centres, la fédération se saisit également de la question du bien vieillir. En 2018, enfin, elle s'engage avec des partenaires et le réseau national dans une démarche expérimentale autour de la prévention des risques psychosociaux au sein des directions. Autre volonté, ouvrir le conseil d'administration fédéral. Il s'agit d'élargir les modes de recrutement. Une idée est adoptée, le tirage au sort, à partir de listes de personnes issues des centres. Une spécificité de la Fédération des centres sociaux, pour moi, c'est la pratique de tirage au sort sur la liste de tous les administrateurs des centres sociaux. Parce que ça permet d'avoir une meilleure mixité au sein du conseil d'administration de la Fédé. Par exemple, moi, si je n'avais pas été tirée au sort, je n'aurais jamais pu faire la démarche par moi-même pour intégrer le conseil d'administration de la Fédé. Et là, j'ai eu cette chance et je suis très très contente parce que j'ai découvert des choses. C'est une bonne façon pour un administrateur d'un centre social d'être utile à son centre, c'est-à-dire faire le lien, être formé. La fédération mène, avec les 7 autres fédérations de Rhône-Alpes et l'Union Rhône-Alpes des centres sociaux, une recherche-action autour des modèles de gouvernance. Aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes soulève des questions de justice sociale qui entrent, pour beaucoup d'entre elles, en résonance avec celles exprimées par le réseau fédéré. La volonté de démocratie participative, notamment. Expérimenter de nouvelles formes de démocratie et de solidarité. Contribuer à la justice sociale, à l'émancipation des personnes et des collectifs. Faire vivre l'écologie et le bien commun. Face à ces enjeux, les centres sociaux doivent veiller à rester ancrés dans leur territoire. La fédération, les centres avec les habitants imagineront ensemble des réponses pour les 50 prochaines années. Du coup, 50 ans, on n'est plus sur quelque chose qui se découvre et du coup, on est sur quelque chose de vraiment marquant sur la Fédé, du moins entre guillemets, parce que 50 ans, c'est aussi des passages. Dans l'imaginaire collectif, les 50 ans, ça installe. Là, ça y est, on a passé un cap. Là. Voilà. Et en même temps, 50 ans, et du coup, on va arriver sur qu'est-ce qu'on peut souhaiter. 50 ans, ça peut être un âge où on se fiche et ça peut être un âge où on se réinvente. Et du coup, c'est peut-être le moment de se dire comment on fige quelque part le fait de se réinventer tout le temps. Et d'être un peu sur cette mécanique de ne pas rester sur ses acquis et de
de pouvoir toujours se dire comment on met des agitateurs au sein de notre réseau pour le dynamiser. On souhaite d'abord un bon anniversaire à tout le monde, et puis que ça continue et que ça se développe, et surtout que toute cette notion de pouvoir d'agir des habitants, cette notion de travail hors les murs, ça prenne de plus en plus d'ampleur.